Bonjour, bonjour à tous. Merci encore d'être présent pour cette journée. Merci Justine pour tout le travail que vous avez fait. Je pense que c'est vraiment très important ce que vous faites et nous vous rappelons que même si nous ne pouvons pas nous voir, on se voit, hein. Je vous dis bonjour virtuellement, mais voilà, du fait que nous ne pouvons pas nous voir vraiment, nous avons ces technologies modernes qui ne sont pas toujours au point, mais qui nous permettent quand même de pouvoir vous donner des informations et persévérer et continuer notre, notre travail avec vous et avec ce qu'on a envie vraiment de partager avec vous. Alors, je vais bien entendu encore me tromper dans la présentation, mais on va essayer de s'en sortir comme ça. Et donc, désolée pour les petites mises au point et les petits problèmes techniques. Donc, je suis aujourd'hui avec vous dans ces périodes difficiles pour vous parler du bilan de la vaccination Covid. Alors, j'avoue que j'ai un peu difficile à trouver ma place finalement dans ces séminaires et dans ces divulgations d'informations parce que je pense que vous êtes relativement beaucoup informés, voire très, très, très informés par les multiples applications que je vous conseille d'aller consulter comme Scientiano ou bien des sites internet qui enseignent et qui donnent d'énormes renseignements sur le problème de la vaccination Covid et toutes les questions que vous posez, que nous on entend régulièrement à la consultation, peuvent se retrouver dans ces différentes applications. Et donc, je voulais vous dire que je vais essayer de répondre à quelques-unes, mais globalement, c'est clair qu'on ne peut pas faire un séminaire complet. Donc, en tant que rhumatologue, aujourd'hui, ma fonction est un petit peu différente de d'habitude, puisque je fais énormément de Covid. Et comme tout le monde, ma fonction habituelle et quotidienne a vraiment changé avec tous les impacts que ça a. Mais on va essayer d'y voir plus clair et d'être positif avec tout ça. Alors, comme dans chaque présentation, on doit dire nos conflits d'intérêts. En tant que médecin, je n'ai pas de conflit d'intérêts, donc je ne fais pas ce séminaire sponsorisé par des sociétés pharmaceutiques, notamment qui sponsorisent le vaccin. Je sais que des sociétés pharmaceutiques ont aidé à réaliser ce web séminaire, mais elles ne sont pas impliquées dans le vaccin, donc je n'ai aucun lien avec ça. Je fais ça de manière très bénévole, comme tous les gens de Claire, et comme nous le faisons avec la Société royale belge de rhumatologie de manière en général, mais je retiens quand même, je soutiens et j'insiste pour remercier toutes les sociétés pharmaceutiques impliquées en rhumatologie qui nous aident au quotidien dans la réalisation notamment de ce type de séminaire. Alors, pourquoi faut-il parler de la vaccination? Vous le voyez ici sur ces dernières images, elles sont très actualisées. Le Covid, il est là depuis l'année passée. Et vous voyez qu'en Belgique, on atteint presque le million de personnes contaminées, avec encore 4000 contaminations par jour, correspondant, vous voyez, à une petite partie de l'infection mondiale et du nombre de décès qui aujourd'hui arrive à 3 millions de patients. En Belgique, nous avons presque 1 million de patients atteints avec des bonnes nouvelles puisque nous avons atteint un taux de vaccination assez important en Belgique. Et vous voyez que le taux de contamination dans le monde est relativement très, très important. Nous pouvons vraiment parler de pandémie et nous nous trouvons actuellement sur le 36e sur le podium du taux de contamination par rapport aux autres pays. Alors, il est temps, effectivement, il est temps d'agir, en tout cas de participer à l'élimination de ce virus qui, il est clair, ne pourra pas disparaître demain. Ça, nous le savons tous et nous avons bien compris. Il est fort probable que ce virus nous fasse partie de notre quotidien, en tout cas encore pendant de très longs mois ou voire de nombreuses années. Mais nous avons un espoir de voir ces choses disparaître grâce à la vaccination anti-Covid dont je vais vous parler. Alors, juste un petit mot d'histoire. Vous le connaissez tous, mais le virus SARS-CoV-2, c'est un virus qui fait partie de la famille des coronavirus, assez typique, assez bénin en général. Les enfants sont souvent atteints par ces types de coronavirus.
il y a malheureusement 3 coronavirus qui ont été très, très, très mondialisés, puisqu'ils ont été à l'issue d'épidémies de pneumonie comme le SARS-CoV et le MERS-CoV, qui ont été déjà décrits dans les années 2012 et qui aujourd'hui font nouvellement parler d'eux avec le SARS-CoV-2, parce que c'est le deuxième SARS-CoV qui a été mis en évidence. Alors l'historique, vous la connaissez, mais vous voyez que le premier cas, le cas 0, a été identifié en décembre 2019 chez un monsieur de 70 ans. Une première hospitalisation a été observée en décembre 2019 à Wuhan. C'est été lancé et déclaré une urgence de santé publique le 31 janvier 2020. On a découvert le 13 janvier qu'il y avait le premier cas en Chine et le premier cas en Belgique a été décrit en février 2020. Donc vous voyez que progressivement cette pandémie s'est installée avec un envahissement progressif de tous les pays du monde, ce qui a pu passer d'épidémie à pandémie. Alors, la contagion, vous le connaissez bien, vous la connaissez bien, et vous savez bien les périodes de contamination vis-à-vis de ce virus. Il y a une contamination qui est directe, par contact direct, et une contamination par transmission aérienne. Ça, c'est la spécificité de ce virus qui nous rappelle encore ici les gestes barrières nécessaires. Tant que tout le monde n'est pas vacciné, on n'a pas atteint une immunité collective, ces gestes barrières doivent être indispensables. Et vous avez ici le profil de la période de contamination. Et cette période-ci, ici, si j'arrive à utiliser les nouveaux techniques modernes, vous voyez ici que nous avons cette période qui est très dangereuse, qui représente une dizaine de jours par lesquels nous pouvons être très contaminants, même si encore maintenant il y a un doute avec les vaccinations. Donc il faut toujours être prudent et comprendre ce schéma, le schéma de contamination. Alors la maladie la maladie qu'on appelle liée au virus SARS-CoV-2, c'est la maladie Covid-19, qui est responsable soit d'une simple infection assez banale, où vous avez quelques symptômes qui ne sont parfois pas très importants, mais qui malheureusement dans l'évolution peuvent parfois aboutir à des pneumonies très très sévères liées à une inflammation respiratoire. Cette fois, il n'y a plus qu'une infection, mais il y a une mise en route d'inflammation au sein des poumons principalement, mais aussi d'autres structures qui peuvent entraîner une détresse respiratoire et aussi d'autres atteintes. Maintenant, on connaît plusieurs organes qui peuvent être atteints par ce virus et qui peuvent être aussi repris dans le cadre de la Covid-19. Ces patients, nous les voyons encore tous les jours et pas plus tard que la semaine passée, je peux vous en assurer, nous sommes maintenant continuellement appelés dans les salles Covid pour interrompre notre travail quotidien de rhumatologue. Parfois, moi, j'enfile une semaine sur 3 maintenant, voire sur 4, mon costume de covidologue. Pour rappel, je ne suis pas infectiologue de base, je ne suis que rhumatologue, mais nous avons un tel besoin de personnel médical que nous vous rappelons que régulièrement et encore maintenant, nous avons des hospitalisations qui envahissent nos hôpitaux avec une saturation de nos services de soins intensifs. Le message n'est peut-être pas positif, mais je vous rappelle que c'est le cas et je voulais m'excuser aussi, c'est le moment, même si je voulais le faire à la fin de cette présentation, m'excuser pour mon rôle de rhumatologue et mon rôle de président de la Société belge que je n'arrive pas à assumer correctement à cause de cette pandémie. Ce message est un petit message entre parenthèses. Donc voici la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui impliqués et dans la course à la vaccination, c'est pour cette pandémie mondiale où vous voyez que de plus en plus de pays sont atteints. Et je vous donne un petit aperçu très personnel. Le Brésil est mon second pays et pour le moment, la situation au Brésil est encore plus catastrophique que toutes celles imaginables dans les autres pays. Et donc, voilà, c'est des choses qui nous touchent de près ou de loin. Mais voilà, je peux comprendre que tout le monde est impliqué par cette maladie. Alors, comment faire pour s'en sortir? Eh bien, il y a plusieurs solutions. La première, c'est d'éviter les contaminations, les gestes barrières qu'on a donnés, qu'on encourage à continuer.
les confinements un peu les uns après les autres, qu'on déconfine, qu'on reconfine, et ce en fonction du nombre de contaminations ou d'hospitalisations. Nous allons voir qu'aujourd'hui, c'est les critères de confinement, entre guillemets. Donc, pas plus tard qu'hier, vous avez eu, comme moi, toutes les informations par rapport aux nouvelles directives. Et donc, effectivement, nous devrons attendre un petit peu avant de se serrer dans les bras et de refaire une conférence, par exemple, en physique, du fait de cette obligation d'éviter les contaminations. Dépister a été tout un problème. Vous connaissez tous les problèmes des tests. Aujourd'hui, je pense que ça roule relativement vite et mieux. Et nous avons maintenant des moyens de dépistage qui sont très performants et très rapides. Et donc, nous continuons à utiliser ces dépistages. Donc ça, c'est très important pour pouvoir avoir une idée du taux de contamination et du taux de patients atteints ou de maladies diagnostiquées. Alors aujourd'hui, pour traiter la maladie Covid-19, nous avons certains traitements pour les symptômes, que ce soit la toux, le rhume, la fièvre. Nous commençons à développer des procédés lorsque les patients sont hospitalisés pour gérer l'infection. On n'a pas de traitement définitif pour guérir, mais on a de plus en plus de moyens. Et maintenant, c'est vrai que les procédures d'hospitalisation sont relativement plus simples que lors de la première vague. Nous avons des schémas thérapeutiques qui s'installent, qui visent à minimiser l'infection, qui visent à minimiser les thromboses observées dans la COVID-19, puisque vous savez que cette maladie peut, outre se manifester par une détresse respiratoire et une atteinte inflammatoire des poumons, elle peut également provoquer d'énormes thromboses assez impressionnantes que nous n'avons jamais vues dans ce type de pathologie et qui sont largement supérieures à toutes les thromboses dépistées potentiellement par rapport à la population normale, voire la population vaccinée, puisque c'est aussi un thème très à la mode actuellement. Cela dit, l'inflammation peut également être contrôlée par notamment l'administration de dexaméthasone, de la cortisone. Donc ça, c'est quelque chose qui maintenant est usuel. Et nous avons des schémas thérapeutiques avec des administrations d'oxygène, de ventilation qui sont relativement performants et qui expliquent pourquoi les hôpitaux sont saturés, les soins intensifs sont saturés du fait de cette disponibilité de matériel indispensable à la guérison, à l'évolution de ces patients et la prise en charge de la COVID-19. Alors, pour s'en sortir, on n'a pas beaucoup de moyens. Il faut une immunité collective. Il faut arriver à ce que toutes les personnes soient soit infectées, soit vaccinées. Infection nécessite contamination, nécessite hospitalisation et parfois décès, ce qu'on n'a pas envie d'attendre. Et donc, il faut accélérer ce processus d'immunité collective parce qu'on ne peut pas attendre que tout le monde soit atteint aujourd'hui ou infecté. Et donc là, nous avons un espoir grâce à la vaccination. Alors, la vaccination et les vaccins anti-Covid se sont vraiment développés à une vitesse incroyable et rapide et efficace. Il a fallu comprendre le virus, comment il se présentait, comment il pénétrait dans nos cellules, comment il arrivait à infecter nos poumons, comment il arrivait à se multiplier et comment il arrivait à éventuellement être résistant, éventuellement de muter, puisque c'est à la mode aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup plus de mutants et de Covid, de virus qui ont muté et qui peuvent acquérir des propriétés nouvelles qu'il faut absolument essayer d'éviter, et ce, grâce à une campagne de vaccination vraiment très importante pour éviter tous ces mutants qui arrivent. Le virus n'est qu'un petit microbe qui survit comme il peut, et il a l'air d'être vachement très intelligent actuellement, et donc pourtant très simple, puisque vous voyez qu'il ne possède qu'une partie d'ARN, donc c'est son code génétique qui a pu être identifié assez rapidement, qui est protégé par une couronne de protéines liposolubles qui explique pourquoi il a cette capacité de rentrer facilement dans certaines de nos cellules, et il peut s'ancrer grâce à une protéine de surface que vous voyez ici en jaune, la protéine de surface par laquelle il peut
s'agripper et pénétrer dans notre arbre respiratoire notamment, mais aussi dans d'autres organes de notre corps. Et donc, à partir du moment où on a compris le fonctionnement de ce virus, il a été plus facile de développer des vaccins assez rapidement, et nous allons voir par des techniques aussi très modernes. Alors juste pour le principe vaccinal, parce qu'il faut que je vous donne quand même un petit peu de cours théorique, vous savez que le principe vaccinal, c'est Pasteur en 1885 qui a inauguré cette technique de vaccination humaine, et très progressivement, nous avons pu développer des vaccins contre plusieurs microbes et plusieurs bactéries qui sont, voire virus, qui sont aujourd'hui comme la rougeole, comme des maladies enfantines, voire la grippe, qui ont été tout à fait diminuées grâce au principe de la vaccination. Le principe de la vaccination, c'est créer un antigène qui va stimuler des productions d'anticorps contre le virus ou contre le microbe contre lequel on veut se battre. Et donc, il faut inoculer ce virus d'une certaine manière, inoculer un virus qui va être atténué, un virus qui va être vivant ou un virus qui va être parcelé ou à quelques parties du virus à une personne, dont le système immunitaire va reconnaître cet inoculat comme un corps étranger, mais qui ne va pas développer la maladie. Ça, c'est le principe de la vaccination. Et donc, 3 procédés sont actuellement à disposition, soit une inactivation du virus, soit on peut atténuer le virus, soit on peut le vectoriser, c'est-à-dire le transporter des particules du virus dans notre corps afin qu'il soit l'outil principal pour développer des anticorps à visée de cette partie virale. Alors, les vaccins tués ou inactivés, c'est un vaccin qui n'est pas vivant. Il a été minimisé, son activité a été inactivée par certaines techniques, et il sera injecté dans le corps. Et ce sont des vaccins qui ont été particulièrement développés pour le Covid en Chine. Aujourd'hui, nous n'avons pas à disposition en Belgique ce type de vaccin. Ces vaccins atténués, enfin inactivés ou tués, c'est par exemple le vaccin du tétanos ou le vaccin de la coqueluche que nous utilisons très régulièrement. Alors, parmi les vaccins atténués, ça, c'est un vaccin qui va être vivant, mais qui va être minimisé dans son activité et injecté tel quel. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce type de vaccin contre le Covid. Donc, on a des vaccins vivants que l'on connaît bien, comme la tuberculose, la varicelle, voire la fièvre jaune, et qui sont des vaccins qui utilisent le microbe atténué pour être injecté dans notre corps. Alors, là où la vaccination a vraiment fait de très beaux progrès, c'est par le vaccin vectorisé. Donc, on va utiliser un vecteur qui va transporter ou avoir à disposition des protéines du virus qu'on aura fait fabriquer et qui va être injecté dans notre corps afin d'être transporté par ce vecteur au sein de notre organisme et pouvoir faire travailler notre machinerie extracellulaire pour fabriquer des particules en masse de ce virus afin d'être reconnues comme étrangères par notre système immunitaire. Les vaccins à disposition aujourd'hui pour la Covid, c'est les vaccins à vecteur adénovirus, c'est le vaccin que vous connaissez d'AstraZeneca et de Johnson Johnson. Et il existe aussi des vecteurs qui sont des ARN messagers, qui sont le principe vaccinal utilisé par Pfizer, BioNTech et Moderna. On a encore un troisième type de vecteur qui est le baculovirus, mais qui actuellement n'est pas encore utilisé en Belgique. Alors, il faut savoir que ces vaccins vectorisés n'existent pas encore en termes d'utilisation en pratique aujourd'hui dans notre panel thérapeutique de vaccins, quels qu'ils soient, mais ils sont à l'étude depuis très longtemps, et notamment dans certaines maladies, dans le cancer, dans la maladie d'Alzheimer ou le Parkinson. On a déjà des vaccins qui sont en cours d'étude et qui actuellement ne dépassent pas les dernières phases de validité parce qu'il manque en fait une série de patients pour pouvoir les étudier. Alors, vous pouvez comprendre que dans la maladie, dans le Covid-19, nous avons eu la chance, entre guillemets,
c'est péjoratif, mais c'est comme ça, d'avoir eu énormément de gens infectés pour lesquels on avait des volontaires malades, entre guillemets, qui étaient tout à fait prédisposés à tester le vaccin. Et donc, nous avons aujourd'hui un recul de plus de 30 000 à 60 000 patients étudiés pour tester le vaccin avant qu'il soit valide, qui est tout à fait inhabituel par rapport à la mise en route d'un vaccin, puisque d'habitude, on a besoin de 3 000 patients pour valider la mise en route, sur le marché de ce vaccin. Donc, vous voyez qu'on a énormément de données collectives de sécurité avant d'avoir des données d'efficacité, à la différence des autres vaccins habituels qu'on développe, où on a un nombre très important de patients qui ont été étudiés et validés. Alors, dans les vaccins, il y a aussi des adjuvants qui sont administrés dans le vaccin pour rendre le vaccin plus efficace, pour booster un petit peu la réponse immunitaire, dans lesquels il y a des stabilisants comme le lactose et le sorbitol et des sels d'aluminium. Ce sont en général ces composants qui sont à l'issue des réactions allergiques au vaccin. Donc ça, c'est vraiment très important. Pour le moment, les seules réactions observées graves avec les vaccins, ce sont des réactions allergiques à certains composants du vaccin, mais qui sont très, 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 très faibles et c'est très, très rare. En général, les patients sont connus pour avoir ce type d'allergie vis-à-vis des vaccins et donc, en général, ils sont déjà identifiés et c'est les personnes à qui on va éviter d'administrer les vaccins Covid habituellement accessibles aujourd'hui. Alors, pour le développement du Covid, du vaccin anti-Covid, rappelez-vous, le coronavirus a été isolé en décembre 2019. Quelques semaines plus tard, on a découvert la séquence génétique du virus. Et donc, on a, à l'issue de ce 11 janvier 2020, pu développer, via une réponse internationale urgente, développer des vaccins préventifs anti-Covid. Il y a eu une accélération de ce processus de développement et comme l'a dit Justine tout à l'heure, ensemble on est plus fort, mais exceptionnellement on a mis quand même une collaboration internationale très importante, à la fois dans l'industrie pharmaceutique multinationale, mais également entre les gouvernements et les organisations mondiales de la santé, qui ont en juin 2020 vraiment investi énormément d'argent pour mettre assez vite et développer assez vite des vaccins anti-Covid à disposition pour leur développement, leur commercialisation, leur mise en route et leur utilisation. Et comme vous le voyez sous cette diapositive, en général, nous mettons 10 à 15 ans avant de mettre un vaccin sur le marché. Et donc, c'est vrai qu'ici, on a accéléré le processus. En un an de temps, on a pu vraiment développer plein de vaccins. Et ce n'est pas sans procédures très, très strictes, c'est vraiment avec des procédures accélérées qui sont le résultat d'une collaboration de plein de gens et de plein de sociétés pharmaceutiques, ainsi qu'avec des gouvernements et des organisations de la santé. Alors, vous voyez qu'ici, en juin 2020, les premiers vaccins ont été développés en Chine, en août en Russie, avec le vaccin Sputnik que vous connaissez, et les agences européennes et américaines ont mis en évidence l'efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech, qui est la collaboration d'une société pharmaceutique avec une société technologique. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important, qui a développé le premier vaccin ARN messager et pu le mettre en circulation. En Angleterre, ça a été le premier pays mondial à pouvoir approuver son utilisation. Et en décembre 2020, plusieurs pays européens avaient approuvé l'utilisation de ces vaccins, notamment en Europe et aux USA, et suivi une semaine plus tard par le vaccin Moderna. Vous avez ici une représentation de l'efficacité de ces vaccins, une efficacité vaccinale qui est entre 95 et 70%, mais qui a vraiment des efficacités très importantes. Et l'efficacité, c'est ce qu'on recherchait. Après, la sécurité. Donc, sachez que tous ces vaccins ont d'abord été étudiés pour être sécuritaires et ensuite efficaces. Donc, ils ont vraiment montré tout ce qu'il fallait.
Alors voilà aujourd'hui les vaccins qu'on a à disposition en Belgique. Nous avons le Pfizer depuis longtemps. Alors vous savez qu'il y a des différences en termes de vaccins qui sont liées non seulement à leur type de vaccination, mais également en fonction de leur dose et en fonction de leur motif de conservation. Alors pourquoi le Pfizer, par exemple, est plus compliqué en termes d'utilisation, parce que, comme vous le savez, c'est un vaccin qui doit être maintenu à 70 degrés, à moins 70 degrés, pardon, donc au froid. Il ne faut pas briser la chaîne du froid. Et donc, les campagnes de vaccination qui utilisent ce vaccin doivent mettre toute l'infrastructure afin de conserver le vaccin et de ne pas sacrifier des doses, puisque une flapule, c'est 6 doses. Et donc, vous pouvez imaginer que ça nécessite une logistique très compliquée de pouvoir vacciner 6 personnes en même temps. Il faut essayer de ne pas perdre des doses pour les différents patients. Et donc, nous avons des facilités un peu plus importantes avec d'autres vaccins en termes d'administration ou de conservation, comme c'est le cas avec AstraZeneca. Alors, il faut savoir aussi que ces vaccins vont être attribués à tout le monde. Ça, c'est l'objectif. Ils sont gratuits, ils ne sont pas obligatoires. Donc là, je trouve que déjà la Belgique a fait quelque chose de magnifique parce qu'ils ne sont pas obligatoires, mais ça signifie qu'on doit maintenant convaincre les gens qui sont contre les vaccins de se faire vacciner parce qu'il y a cette probabilité de gens qui n'ont pas l'obligation de se faire vacciner, mais qui doivent être malheureusement convaincus ou qu'on doit convaincre pour essayer de se faire vacciner. Alors, ces 4 vaccins ne sont pas les seuls, puisque vous voyez comme sur cette diapositive que nous avons actuellement plus de 91 vaccins en cours d'études afin d'améliorer la conservation, améliorer l'efficacité, améliorer le coût et améliorer la production. Donc ça, c'est la suite et la course-poursuite des problèmes de vaccination anti-Covid aujourd'hui. Alors en Belgique, qu'en est-il? Comme je vous l'ai dit, on a 4 vaccins à disposition, le Pfizer, le Moderna, l'AstraZeneca et le Johnson & Johnson. Donc aujourd'hui, la vaccination, elle résulte de toute une série de mises en place avec des stratégies, des plans stratégiques. Et nous avons donc, grâce à beaucoup de mobilisation de personnes impliquées dans cette task force de vaccination, pour essayer de vacciner en Belgique les gens par étapes en fonction des vaccins à disposition, de leur disponibilité, en fonction de la récurrence des doses à administrer, puisque maintenant on sait qu'il faudra 2 doses minimum, voire 3 pour certains, pour avoir une réponse vaccinale au top. Et nous avons bien entendu encore des règles à respecter par rapport à tout ça. Et vous voyez que on a des stratégies vaccinales qui sont mises en place aujourd'hui avec des priorités qui vont être déterminées. Dans un premier temps, comme vous le savez, on doit vacciner tout le monde, c'est compliqué, elle est recommandée pour tous les adultes, sauf contre-indication. Il n'est pas possible de vacciner tout le monde en même temps, vous l'avez compris. Et donc, cette task force a été développée en lien et en collaboration avec les ministres de la Santé et différentes personnes impliquées dans cette stratégie de vaccination pour vacciner en étapes et pour d'abord faire les groupes prioritaires. Alors, quand on vous dit vous pouvez vous faire vacciner, bien entendu, vous ne pouvez pas vous faire vacciner aujourd'hui comme vous le voulez. Il a fallu d'abord déterminer des groupes à risque. Et donc, les groupes à risque identifiés initialement, c'était les résidents et les personnels des établissements de personnes âgées, les professionnels de la santé et des professionnels qui sont impliqués dans des structures ou des services de santé à haut risque. Nous avons décidé, la stratégie vaccinale a décidé que c'était d'abord ces personnes prioritaires pour être vaccinées. On a décidé de vacciner dans un premier temps les plus de 65 ans et plus. Et donc, bonne nouvelle, vous le savez, on l'a appris hier, nous sommes arrivés aujourd'hui à plus de 70% de la population de plus de 65 ans qui est vaccinée, ce qui est vraiment un résultat
magnifique pour cette campagne de vaccination. Maintenant arrivent les patients de 45-64 ans en fonction des comorbidités, puis en fonction des fonctions sociales et économiques, et jusqu'à un certain moment pouvoir espérer pouvoir offrir la vaccination à tout le monde en temps voulu. Et vous avez encore entendu hier aux informations que tout ça est encore... ça va mettre encore du temps et qu'on espère y arriver pour la fin de l'été, mais voilà, ce n'est pas encore tout à fait favorisable, enfin, ce n'est pas encore tout à fait déterminé, mais nous espérons que ce sera le cas. Alors, vous savez que cette stratégie de vaccination, vous pouvez la retrouver sous beaucoup d'applications, et donc beaucoup de questions se retrouvent et des réponses se retrouvent sur ces sites de vaccination et de stratégie vaccinale. Vous savez que aujourd'hui, l'objectif principal, c'est d'atteindre 70% de la population, et si 70% de la population sera vaccinée, on aura atteint l'objectif d'espérer une immunité collective, ou en tout cas une immunité qui nous permettra de pouvoir nous déplacer et reprendre nos activités normales. Donc ça, c'est un point très important, et nous ne sommes pas encore aujourd'hui avec la population en général, mais les groupes à haut risque, comme les patients depuis 65 ans, nous avons atteint cet objectif, et je trouve qu'on peut vraiment féliciter nos dirigeants et nos organisateurs pour ce type de résultats. Et donc, vous savez qu'il y a une commission Corona du gouvernement qui a été mise en place, et que tout ça en lien avec différentes agences fédérales des médicaments et des entités fédérales pour notamment l'administration des vaccins sur le terrain. Alors, un point noir reste celui-là, et j'avoue que j'ai envie de dire, hier, nous étions des héros, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on nous pointe un peu du doigt, parce que ce qui va déterminer vraiment les libertés de chacun, ça va être les indicateurs de soins de santé. Et je suis désolée pour ça, mais vraiment, nous le voyons d'un autre plan, et c'est quelque chose que nous voulons vraiment, vraiment, vraiment ne plus voir, ou en tout cas voir ça se disparaître au cours du temps, parce que le nombre de cas confirmés sont encore très positifs, le nombre d'admissions aux hôpitaux sont encore très élevés, même si ça diminue, et il y a une occupation des soins intensifs qui est encore de 70%. Alors, je voudrais vous dire que 70%, ça veut dire un chiffre, mais dans la vie quotidienne, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand j'ai des patients qui ont un problème très sévère d'infarctus ou d'infection ou de septicémie, nous avons des problématiques vraiment intenses à pouvoir prendre en charge ces patients, parce que tous nos lits à l'USI sont occupés. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir se faire vacciner. Et malheureusement, ces indicateurs de santé vont régler notre jour aujourd'hui, notre quotidien, mais c'est vraiment très important de se rendre compte qu'il faut faire quelque chose. Et les vaccins sont vraiment les meilleurs moyens pour y arriver. Alors, je vous ai mis encore une petite diapositive sur la difficulté de stratégie vaccinale. Vous voyez que ce n'est pas si simple de vacciner tout le monde, mais je peux vous affirmer que nous avançons vraiment très vite. Et j'ai envie de dire, tenez patience. C'est vrai qu'une semaine, c'est 500 000 vaccinations. Donc, une semaine, ça peut être une semaine ou 2 semaines avant que l'on mange tous ensemble à une terrasse. Je pense que ça, il faut vraiment prendre cette chose en considération. Voilà, donc je termine un petit peu ma partie théorique, parce que je crois que j'ai déjà bien avancé dans le temps, et donc je me retourne vers un peu toutes les questions que Justine va peut-être me poser, ou éventuellement que vous avez déjà pu envoyer à notre administratif principal, notre présidente de Claire. Voilà. Oui. Alors, on a eu peu de questions, donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Mais ici, est-ce qu'on peut rassurer donc les patients par rapport aux variants? Est-ce que ces vaccins sont-ils efficaces contre ces variants, ou faudra-t-il à chaque fois se vacciner à l'apparition de ces nouveaux variants, et donc ou chaque année au final? C'est une excellente question, qui est vraiment la question brûlante actuellement. Et c'est effectivement, pour le moment, tous les variants sont plus ou moins protégés par les vaccins administrés. Mais Pfizer, enfin toutes les sociétés pharmaceutiques étudient assez bien
ces variants et donc peuvent maintenant conclure au fait que l'efficacité vaccinale continue pour ces variants, mais il n'est pas impossible que demain, on ait un variant qui échappe à tout. Donc, c'est pour ça que la course à la vaccination est importante, mais c'est clair que pour le moment, les vaccins utilisés permettent de protéger contre les variants et il est aussi facile de pouvoir mettre en route très rapidement une modification du vaccin par les techniques utilisées aujourd'hui pour modifier le composant du vaccin afin de se préparer éventuellement à une réponse contre un variant. Mais il est clair que c'est vraiment très important pour le moment d'éviter d'en avoir de trop dans nos pays, entre guillemets. Et donc, j'ai presque envie de dire que le confinement va rester une solution, malheureusement, la plus efficace possible. Merci pour cette réponse. Alors, une autre question un peu brûlante aussi, c'est les effets secondaires de ces vaccins et donc des thromboses qu'on entend beaucoup parler et donc qui ont fait beaucoup réfléchir les instances de santé. Et donc, je voulais un peu rassurer aussi les personnes par rapport à ça. Tout à fait. Donc, c'est aussi une très bonne question et qui fait évidemment la peur, je pense, des anti-vaccins, enfin des gens qui sont anti-vaccins. Effectivement, les thromboses qu'on a observées sont des thromboses, notamment chez AstraZeneca, puisque c'est le cas, des thromboses qui ont été recensées. Alors, il faut savoir que tous ces vaccins actuellement d'utilisation sont toujours en cours d'observation d'effets secondaires inhabituels qui n'ont probablement pas été observés durant les études avec 30 ou 60 000 personnes. Donc, ce sont des cas qu'on continue à surveiller, quels que soient les événements, que ce soit des thromboses ou autres, doivent être systématiquement rapportés. Comme vous le voyez sur cette diapositive, on observe des effets secondaires, mais c'est des effets secondaires qui sont actuellement considérés comme faibles par rapport à la maladie et par rapport à la population en général. Les thromboses, si on prend l'effet des thromboses, aujourd'hui, on a observé quelques cas de thrombose qui se comptent sur les doigts de la main et qui sont des thromboses observées chez des gens de moins de 50 ans, ce qui a fait qu'on a revisité un petit peu les conditions, mais ça a été d'une prudence. Aujourd'hui, si on le regarde en termes de chiffres, le nombre de thromboses observées sur les vaccins, c'est infiniment moindre que le taux de thrombose habituel dans la population générale et infiniment moindre par rapport aux thromboses qu'on a observées avec la COVID-19. Donc, je dirais qu'il faut rester vigilant, bien entendu, et c'est pour ça qu'on doit le faire. Mais j'ai envie de dire, arrêtez de regarder trop la télé, les informations, essayez de vous contenter de faire confiance aux médecins et aux gens qui suivent ça de manière très régulière. Et nous avons aujourd'hui des indices d'effets secondaires, mais ce n'est pas pour autant que le lien de cause à effet est observé et certifié. Donc ça, c'est la réponse que je peux donner la plus simple possible. C'est qu'effectivement, il y a des thromboses, mais qui sont moindres que dans la population générale. Et donc, on ne sait pas aujourd'hui si c'est vraiment lié au vaccin. Mais dans le doute, aujourd'hui, on propose des attitudes qui soient le moins graves possible. Et dès lors, c'est pour cette raison qu'avec AstraZeneca, ils ont proposé de vacciner les gens après 65 ans ou 55 ans parce que c'était une zone plus dangereuse avant cela et donc par sécurité, pour le moment, on suspend. Mais il y a vraiment, pour le moment, pas de cause à effet vraiment déterminée, même si des hypothèses scientifiques se développent. Pour le moment, ça reste très exceptionnel. Le risque de thrombose avec un AstraZeneca est de loin inférieur au risque de thrombose habituel et au risque de thrombose que vous pouvez avoir avec la COVID-19. Et donc, évitons, l'information est importante, mais c'est important aussi parfois de recadrer. Et n'hésitez pas, comme on l'a tous les jours, régulièrement en rhumatologie, avec 10 appels ou 10 mails, on a régulièrement des questions de ces patients. Puis-je me faire vacciner avec quel vaccin? Et nous répondons de manière satisfaisante en ayant connaissance du dossier médical de la patiente. C'est ça. Et donc, venons aussi un petit peu à nos pathologies au final. Donc, c'est vrai qu'on prend des traitements comme le Medrol ou le méthotrexate et donc on entend beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des médicaments qui sont protecteurs ou au contraire des médicaments sous lesquels on ne peut pas se faire vacciner? Alors, en ce qui concerne nos patients rhumatologiques et leur traitement,
Donc, il est très important, et je le rappelle encore, les traitements sont essentiels pour les patients avec des maladies rhumatismales. Donc, il faut éviter les poussées de ces patients, et déjà le confinement mobilise un petit peu et perturbe un peu nos habitudes de traitement. Donc, ne pas arrêter son traitement, ça c'est très important. L'arrêter potentiellement s'il y a une infection, et il est recommandé de manière générale de ne pas se faire vacciner en même temps, notamment pour les injections, que les biothérapies, les immunothérapies. Donc, essayez d'espacer d'une semaine vos injections le jour du vaccin. Donc, ne pas faire ça en même temps. Ça, c'est ce qui est recommandé de manière pratique pour se faire vacciner. Donc, évitez de le faire le jour de votre injection de médicaments, voire éventuellement d'espacer un petit peu votre traitement oral habituel. Mais surtout, ne pas l'arrêter. Ça, c'est vraiment très important. Il n'y a actuellement pas de contre-indication. Par contre, on sait que les gens qui ont une corticothérapie importante et qui ont des traitements, certains traitements, par exemple le rituximab, qui sont des médicaments qui ne sont pas contre-indiqués pour la vaccination, mais qui peuvent diminuer l'efficacité vaccinale. Raison pour laquelle on propose chez ces patients de les vacciner en priorité si on le peut, parce que c'est très important de pouvoir régler leur efficacité vaccinale et de se concentrer chez ces patients en termes de vaccination. Donc ça, c'est très important de pouvoir identifier les patients et d'autre part de pouvoir espacer les traitements potentiels le jour de la vaccination et 2 mois après éventuellement. Alors, pour maintenant, vous allez me répondre et tu vas me poser peut-être comme question, mais alors, comment se fait-il que je ne suis pas prioritaire? Effectivement, on a donné des priorités par la stratégie vaccinale. Maintenant, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être observé, beaucoup de nos patients sont appelés pour être vaccinés alors qu'ils ne correspondent pas aux populations à risque. Et ça c'est un agencement, c'est une partie de notre travail. La société belge a beaucoup travaillé là-dessus pour essayer de mettre en priorité les patients rhumatologiques avec des biothérapies. Mais aujourd'hui, il y a une décision qui a été faite par les mutuelles. Les mutuelles, parce que beaucoup de patients nous convoquent en disant merci, on a été convoqués. Ce sont les mutuelles maintenant qui se sont mis en activité pour essayer de dépister les patients à risque en fonction des médicaments ou des maladies qu'ils possèdent. Et donc, ne pas surpris si vous avez une convocation. Je voudrais que ce soit à cause de moi, mais ce n'est pas vraiment à cause de moi. C'est vraiment grâce à la stratégie vaccinale, à la task force et à l'aide des mutuelles qui maintenant nous aident pour convoquer les patients avec des pathologies ou des médicaments à risque. Alors, on vient juste d'apprendre ce matin, juste pour une information, que donc maintenant l'AstraZeneca sera administré aux personnes à partir de 41 ans. Donc, comme ça, Ouais. on a l'info toute fraîche. Ben, super. Tu vois, moi, je n'ai pas encore eu assez de temps pour Il n'y a pas de souci. Mais comme ça, autre chose. Mais donc voilà. Et on donc est. voilà, mais ça prouve bien qu'on est dans. Et les nouvelles sont toujours bonnes. La mauvaise nouvelle, c'est vraiment qu'il y ait un cas exceptionnel bon, on suit ça au jour le jour, mais de manière globale, l'actualité, c'est avoir de bonnes nouvelles. Et ça, c'est très important. Et j'espère qu'on ira beaucoup plus vite. Et s'il vous plaît, faites-vous vacciner. Vraiment, c'est important. Et si vous avez des questions, on reste disponible. Votre médecin traitant est disponible. Et si nous ne le sommes pas, regardez les applications sur Anciano. Je trouve que maintenant, il y a des applications qui sont très, très bien faites pour répondre à toutes vos questions. Mais il faut savoir que de manière globale, quand vous serez convoqué pour une vaccination, les centres de vaccination n'ont pas votre dossier médical. Donc ça, c'est très important aussi. Donc, ils vont vous vacciner selon des modalités de vaccination, mais ils n'auront pas, ils ne vont pas commencer à vous demander si vous avez des pathologies, si vous prenez des médicaments. Ça, ils ne le feront pas. Tout ça est décidé déjà par la convocation que vous aurez. L'autre chose, c'est que n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous faire vacciner dans des centres mis à disposition. Il y a QVAX qui est encore actuellement disponible. Il y a des centres à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre qui sont aussi à disposition pour se faire vacciner volontairement sans attendre votre convocation. Donc, c'est possible. Par contre, le choix du vaccin n'est pas possible aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui décidons ça. C'est ça. Et qu'en est-il quand il y a des pathologies un peu plus spécifiques? Je lis donc une question était par rapport à la thrombophilie et d'autres pathologies un peu rajoutées à nos pathologies. Est-ce
Est-ce que vous avez des réponses ou qui, en tout cas, on pourrait aller, enfin, aller voir ou trouver les réponses? J'ai envie de dire, enfin, on est là, mais on est là aussi dans le travail quotidien. Et donc, effectivement, c'est votre médecin généraliste et votre rhumatologue qui peuvent mieux vous conseiller par rapport à ça. C'est clair que déjà, on le fait préventivement. Donc, les patients, par exemple, comme le lupus ou par les antiphospholipides ou la sclérodermie, c'est vrai qu'on n'aime pas trop jouer avec les vaccins chez ce type de patients. Mais d'un autre côté, on a suffisamment d'informations et on a maintenant des études qui arrivent positives pour dire qu'il n'y a pas trop de risque vaccinal chez ces patients, mais effectivement, on a peu de données aujourd'hui. On n'a pas de groupe vraiment étudié de patients rhumatologiques. On commence à avoir des données qui arrivent et donc on doit se fier un petit peu à la pathologie du patient, aux médicaments qu'il prend, mais surtout au risque qu'il encourt aussi d'avoir un Covid. Donc ça, c'est une discussion que je ne peux pas exposer ici de manière générale, mais qui doit se faire au cas par cas. Mais globalement, toutes les instances européennes ou américaines promeut le fait de vacciner tous nos patients avec des affections rhumatologiques, avec certains petits points qui restent de la conversation du rhumatologue avec le patient. Et on parle aussi un peu des enfants, parce que dans nos pathologies aussi, on a donc l'arthrite juvénile. Qu'en est-il pour ces enfants? Alors, effectivement, c'est une très bonne question parce que les enfants aujourd'hui ne sont pas soumis au vaccin. On peut les faire vacciner, mais on n'a pas de données. On n'a pas de données d'efficacité et de sécurité chez les enfants chez les gens de moins de 18 ans. On commence à avoir des données maintenant, mais pas suffisamment aussi pertinentes que celles qu'on a eues avec les adultes. Donc, pour le moment, on sait que les enfants font des Covid un peu moins graves, parfois des Covid différents, et on sait aussi qu'ils sont fort heureusement un peu moins contaminés. Donc ça, pour le moment, on doit encore avoir des données plus perspicaces. Mais la vaccination, pour le moment, n'est pas proposée, tout simplement parce qu'elle n'est pas étudiée. Donc on n'a pas de sécurité comme on l'a avec les vaccins Covid pour les patients adultes. Donc ça, c'est juste la question. Et donc, elle peut encore faire l'objet d'une discussion relative entre le rhumatologue, le médecin traitant et l'enfant. C'est ça. Et enfin, une dernière question. Est-ce que, donc, aujourd'hui, je reçois mes 2 doses, je suis donc vaccinée. Est-ce que mon entourage peut encore être contaminé? Alors là, c'est aussi en cours d'étude. Il est encore incertain sur le taux de contamination, donc sur le risque de contamination. Donc, par exemple, nous, on est tous vaccinés à l'hôpital. C'est clair qu'on continue à mettre nos gestes barrières et nos protections. On travaille encore avec des masques parce que dans le doute, on a des données qui nous permettent de dire qu'on est un peu moins contaminant, mais on a quand même encore un risque de porter le virus sans être contaminé. Et donc, c'est important de maintenir encore les gestes barrières jusqu'à ce qu'on soit arrivé peut-être à une immunité collective pour éviter le portage, en fait, le pontage et la contamination simplement comme porteur, mais pas comme personne potentiellement malade. Et donc, voilà, pour ceux qui seraient plus sceptiques de ce vaccin, est-ce qu'il y a une autre alternative au final à cette immunité collective? Alors, comme je l'ai dit, soit tout le monde est infecté un jour. Alors, avec la rapidité avec laquelle ça va, ça peut le faire, mais c'est au prix de 1% de décès. Donc ça, il faut le savoir. Donc, soit on attend que tout le monde s'infecte, on revit normalement, on s'embrasse et on va tous être infectés avec un risque de perte d'une personne autour de nous. Donc, ça, c'est la difficulté. Et aussi d'avoir 40% des gens qui sont fortement malades. Et il faut savoir que le Covid, maintenant, il y a aussi le post-Covid. On a plein de patients maintenant qui envahissent aussi nos consultations, qui résultent d'une infection ou du confinement, qui ont des douleurs multiples, qui sont fatigués, qui ne savent pas très bien quoi faire et qui envahissent également nos consultations habituelles. Donc, on a un post-Covid qui est là. Donc, ça veut dire que si on attend que tout le monde s'infecte, on est parti pour manger du Covid pendant des années. Alors maintenant, l'autre solution, c'est de confiner.
Ça veut dire de rester à la maison, d'attendre que le risque zéro, enfin le chiffre 1 diminue de plus en plus, que le taux de contamination diminue et que du coup, on va faire mourir le virus parce qu'il n'aura plus d'hôtes dans lesquels il pourra aller. Mais ça signifie un confinement strict chez soi à la maison et ne plus bouger de chez soi et continuer à avoir des activités par le web. Voilà, donc ça, c'est vraiment des alternatives que nous ne pouvons pas imaginer. L'autre potentiel moyen, c'est une guérison. Et donc là, on étudie maintenant des outils thérapeutiques qui peuvent vite traiter le patient, empêcher la pneumonie, empêcher l'inflammation ou la tempête cytokinique dans les poumons. Donc tout ça, on peut éventuellement encore chercher, mais on n'a pas encore trouvé aujourd'hui. Donc, je pense que la solution la plus simple, la plus rapide, ça reste le vaccin. Parfait. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Et puis voilà, j'invite toutes les personnes qui auraient encore du coup des questions à revenir vers Claire ou vers leur rhumatologue et médecin traitant qui pourront donc répondre à ces questions. Donc, merci beaucoup. Merci Justine et merci à vous tous. Et donc, vaccinez-vous. C'est ça, c'est le petit mot de la fin. Voilà. C'est vaccinez-vous.